À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armes sont stoppés net à la frontière sud. En quelques minutes, l'image bascule. Un État que l'on disait assiégé montre qu'il sait verrouiller un corridor déjà testé et imposer la preuve plutôt que le bruit. Si un convoi capable d'équiper une armée entière a été intercepté, qu'est-ce que cela dit pour chacun de vous, de la guerre invisible autour d'Ibrahim Traoré et de ce qui échappe au bilan officiel? Et si d'autres chargements avaient déjà franchi la ligne en silence? Ce récit ne promet ni spectaculaire gratuit, ni révélation sensationnelle. Il propose une lecture méthodique d'un événement précis afin d'aider le public à distinguer l'incident isolé du signal systémique. En suivant les faits établis, les choix opérés et leurs effets immédiats, chacun peut gagner une boussole simple, comprendre ce qui relève d'une menace réelle et ce qui appartient au brouillard informationnel. L'enjeu est clair en 10 mots: comprendre pour ne pas confondre choc et basculement stratégique. Au cœur de cette démarche se trouve une question de tempo. Pourquoi l'interception du 16 août change-t-elle la cadence sécuritaire du Burkina Faso? Et en quoi reconfigure-t-elle la notion de souveraineté dans un Sahel sous pression? L'analyse ne cherche pas à héroïser les décisions ni à dramatiser le contexte. Elle vise à mesurer comment un État, confronté à une guerre diffuse, peut transformer une nuit d'interception en diagnostic stratégique sans céder ni à l'emballement ni au silence. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de convergence institutionnelle, non pour incarner un récit personnel, mais pour éclairer la chaîne décisionnelle, les attentes qu'elle suscite et les risques qu'elle assume. C'est à cette condition que l'événement peut être lu pour ce qu'il est, un test de lucidité collective. Dès les premières heures, un chiffre impose le silence. 57 camions, alignés, immobilisés, capables d'équiper une armée entière. À cette échelle, l'interception du 16 août cesse d'être un fait divers et devient un seuil stratégique franchi à l'envers, là où la logistique révèle une intention. Cette mini-révélation déplace immédiatement la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir comment un convoi a été stoppé, mais combien d'autres ont pu circuler avant et selon quelle logique. Le Burkina Faso évoluait déjà dans une tension diffuse, faite d'alertes fragmentées et de soupçons difficiles à hiérarchiser. Les frontières longues et poreuses étaient connues, les flux illicites aussi. Mais ici, un détail change la lecture. L'itinéraire était précis, testé, calculé pour éviter la détection. Ce n'est pas la route de l'improvisation, mais celle de la répétition. Les premières analyses balistiques et logistiques confirment cette intuition. Les armes proviennent de sources multiples, issues de zones de conflits différentes, assemblées comme un puzzle. Cette diversité exclut la dépendance à un fournisseur unique et suggère une architecture en couches pensée pour résister aux ruptures. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'inventaire des chargements, mais la cohérence du système qui les relie. Ibrahim Traoré comprend que l'événement doit être lu comme un diagnostic, non comme une victoire ponctuelle. Pour le public, l'effet est immédiat. La matérialité des faits remplace les rumeurs et la peur cède la place à une inquiétude mesurée, fondée sur des indices convergents. La question devient collective. Si un tel volume a été intercepté, quelle était l'échelle réelle du projet? Cette inquiétude n'appelle ni panique ni triomphalisme, mais une lecture structurée. Le 16 août marque ainsi un point de rupture narratif. Ce qui était abstrait devient quantifiable, inscrit dans le réel. Et c'est précisément cette clarté qui ouvre la suite du récit. Comprendre comment une décision locale, prise dans l'obscurité, a pu empêcher un basculement bien plus large et pourquoi cette nuit redessine durablement les priorités de l'État. Au 3e jour de l'enquête, le récit se resserre autour d'un homme et d'un instant précis. Le capitaine Moussa Kaboré, en poste cette nuit-là, n'est ni un stratège médiatique ni une figure politique. Son témoignage décrit une scène presque ordinaire. Une route inhabituellement silencieuse, une progression trop lente pour être innocente, et cette hésitation qui précède toute décision irréversible. Il n'a pas de certitude absolue, seulement une lecture attentive des signaux faibles. C'est pourtant à cet instant qu'il ordonne l'arrêt, sachant que l'erreur coûterait moins cher que l'inaction. Ce geste individuel déclenche immédiatement un effet en chaîne. À Ouagadougou, les centres de commandement s'activent.
Les rapports de terrain sont croisés et les corridors terrestres sont verrouillés avant même que les chauffeurs ne mesurent l'ampleur de la situation. La synchronisation entre vigilance locale et réaction centralisée transforme une interception risquée en contrôle global. Le temps devient ici un facteur décisif. Quelques minutes gagnées suffisent à éviter l'éparpillement et à réduire la marge d'erreur. Dans les heures qui suivent, l'impact dépasse le cadre strictement militaire. Les images des camions alignés circulent dans le pays, provoquant un mélange de stupeur et de retenue. Pour une population habituée aux récits de pertes et de repli, cette scène agit comme un signal inverse. Elle ne nourrit pas une euphorie collective, mais réinstalle une idée simple. L'État peut encore imposer son tempo lorsqu'il lit correctement les indices. L'enseignement est lisible et immédiat. Une décision locale, prise sans certitude totale mais avec lucidité, peut empêcher un basculement national. Cette évidence redéfinit la valeur de chaque maillon sécuritaire et prépare le terrain pour comprendre pourquoi, après cette nuit, rien ne pouvait plus être traité comme avant. Avant l'aube du 16 août, le Burkina Faso évoluait dans un régime de tension diffuse. Les alertes existaient, les soupçons aussi, mais rien ne permettait d'affirmer qu'un basculement était imminent. Les services surveillaient des flux fragmentés, des rumeurs de corridors, des signaux financiers épars, difficiles à relier entre eux, puis en quelques heures, tout s'accélère. Après l'interception, la saisie des 57 camions agit comme un déclencheur brutal. Elle transforme des hypothèses dispersées en un fait massif, visible, impossible à minimiser. La montée en tension est immédiate. À peine la confirmation transmise, les centres névralgiques du pouvoir s'illuminent. Les officiers affluent, les analystes croisent les bases de données, les cellules cyber examinent les flux financiers associés. Un message circule, court et sans détour. Le convoi n'était pas seul. Cette phrase suffit à changer la nature de l'événement. Ce n'est plus une réussite ponctuelle, mais le symptôme d'un système. Des unités spécialisées sont mobilisées et en quelques heures, des perquisitions simultanées ciblent entrepôts, garages et domiciles privés sur plusieurs axes. La séquence suivante révèle l'ampleur de l'architecture clandestine. Dans différents sites, des stocks d'armes conditionnées sont découverts, prêts à être déplacés. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle et confirme que le convoi du 16 août n'était qu'une façade opérationnelle. Les enquêteurs identifient des sociétés, écrans, des relais logistiques et des comptes bancaires disséminés dans plusieurs juridictions. La crise change alors de dimension, elle devient systémique, transfrontalière et politiquement sensible. Ibrahim Traoré impose une ligne de conduite stricte, pas d'escalade verbale, uniquement des faits vérifiables et consolidés. Le point culminant survient lorsque les interrogatoires fissurent le dispositif. Sous pression, un acteur central révèle l'existence de réunions préparatoires, d'émissaires régionaux et d'un projet politique déjà rédigé. Cette information agit comme une rupture nette. Ce qui ressemblait à une opération de déstabilisation armée apparaît désormais comme une tentative de prise de contrôle institutionnelle complète, avec un calendrier précis et des rôles distribués à l'avance. À cet instant, la crise quitte définitivement le registre sécuritaire pour entrer dans celui de la souveraineté. Les retombées sont multiples et immédiates. Dans les rues, des rassemblements de soutien apparaissent, exprimant moins une ferveur que le besoin de stabilité. Sur le plan régional, les États voisins réagissent avec prudence, conscients que le schéma mis au jour pourrait se reproduire ailleurs. À l'international, les réactions se polarisent entre demandes d'explications et retenue diplomatique. Le Burkina Faso, lui, entre dans une phase de lucidité stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'avoir évité le pire, mais de comprendre comment ce pire a failli devenir réalité. Cette succession d'événements, de l'activation à la retombée, montre une chose essentielle. Une crise peut éclater en quelques heures, mais ses effets redessinent durablement les priorités d'un État. Le 16 août devient ainsi un avant et un après, non par le choc qu'il a provoqué, mais par la clarté qu'il a imposée à tous les niveaux de décision. Avant le 16 août, la menace était décrite par fragments. Après, elle s'impose par des écarts mesurables qui changent la lecture stratégique. Un premier repère apparaît du côté de la logistique. 57 camions immobilisés, un volume qui, pris isolément, relèverait de l'incident, mais qui, à cette échelle, devient une capacité offensive planifiée. L'écart est net
et lisible, on passe de l'unité au système, du transport au basculement. Un autre repère permet d'estimer l'impact humain potentiel. Les évaluations consolidées estiment que ces chargements auraient pu équiper jusqu'à 40 000 combattants. La différence avec les menaces habituelles est décisive. Avant, le risque se diluait dans le temps et l'espace. Après Douma, il se concentre, capable de provoquer une désorganisation simultanée sur plusieurs points du territoire. Cet écart révèle une intention de choc rapide où la vitesse prime sur la discrétion. Autrement dit, l'objectif n'était pas l'occupation progressive, mais la saturation initiale. Un dernier chiffre, tout aussi parlant, éclaire la profondeur financière. Les flux associés atteignent 1,03 milliard de dollars, fragmentés en 40 et un compte réparti dans 7 juridictions. Ici, l'écart avec les circuits classiques de trafic est évident. Les montants sont volontairement morcelés en micro-tranches pour rester sous les seuils d'alerte bancaire. Cette architecture financière indique une expertise avancée en cloisonnement et une capacité à soutenir une crise prolongée sans dépendre d'un canal unique. La menace devient alors économique et institutionnelle, pas seulement armée. La cartographie des provenances renforce cette lecture systémique. 68% des armes identifiées proviennent de stocks libyens dispersés, 22% sortent d'industries officielles situées dans des pays de l'OTAN, le reste relevant de reventes privées détournées. Cet écart de source exclut la dépendance à un fournisseur unique. Il suggère un système composite conçu pour rester fonctionnel même en cas de rupture d'approvisionnement. La diversité n'est pas un hasard, elle est une assurance. À partir de ces données, les analystes reconstituent un modèle en couches. La logistique crée le volume, la finance protège la durée et la diversification garantit la résilience. Avant le 16 août, l'État faisait face à des indices dispersés, difficiles à hiérarchiser. Après, les chiffres imposent une lecture structurée. Volume, capacité humaine, profondeur financière. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette quantification pour ajuster la posture institutionnelle en passant d'une logique réactive à une logique de détection proactive. Ces preuves ne décrivent pas seulement ce qui a été évité, ça montre comment un pays peut être fragilisé sans qu'un seul tir ne soit effectué par la seule combinaison de logistique, de finance et de timing. Et cette lecture chiffrée ouvre la question suivante. Si les données éclairent la menace avec autant de précision, que disent-elles des failles qu'il faudra désormais combler ? Lorsque les preuves commencent à circuler, deux lectures s'imposent. La première voit dans l'interception du 16 août la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les partisans de cette lecture pointent la cohérence de l'ensemble. Itinéraire testé, fragmentation financière, société écran répartie entre plusieurs pays et diversité des provenances d'armes. Pris isolément, chaque indice pourrait être discuté. Pris ensemble, ils dessinent une opération pensée pour frapper vite, créer le chaos, puis se dissoudre. Selon cette thèse, une telle architecture suppose des soutiens multiples et une intention stratégique claire, bien au-delà d'un trafic opportuniste. La seconde lecture se veut plus sceptique et met l'accent sur les vulnérabilités internes. Pour ses défenseurs, métaphoriquement, il est improbable qu'un volume aussi massif ait pu approcher la frontière sans complicité locale, routine de contrôle défaillante ou angle morts administratif. Il souligne que l'événement n'a pris toute son ampleur publique qu'après la saisie et estime qu'un effet de sidération a pu amplifier sa portée politique. Dans cette lecture, le danger principal ne serait pas l'ingérence extérieure, mais la tentation de projeter sur l'extérieur des dysfonctionnements structurels non résolus. La réponse robuste n'émerge qu'avec les vérifications indépendantes. Des inspecteurs régionaux examinent les scellés, la traçabilité des numéros de série et la cohérence logistique des chargements. Ces contrôles confirment la réalité matérielle de l'opération tout en révélant simultanément des marges de progression interne. Autrement dit, les deux thèses ne s'annulent pas, elles se complètent. Un réseau transnational organisé a bien existé et certaines failles ont permis au convoi de s'approcher dangereusement de son objectif. Cette synthèse change la nature du débat. La solidité du diagnostic ne tient pas à l'élimination des objections, mais à leur intégration. En tenant ensemble l'ingérence documentée
et les vulnérabilités internes, l'État se dote d'une base plus crédible pour agir. C'est cette ligne de lucidité qu'adopte Ibrahim Traoré. Montrer les preuves sans occulter les faiblesses et éviter que l'une ne serve d'alibi pour ignorer l'autre. À ce stade, une transition s'impose. Si la menace était à la fois externe et facilitée de l'intérieur, quelle information va requalifier définitivement sa nature et faire basculer l'affaire vers un autre registre? Cette phrase marque un basculement net dans la compréhension de la crise. Après plusieurs jours d'enquête et de tensions maîtrisées, une information brève et factuelle modifie instantanément la nature de la menace. Ibrahim Traoré révèle alors que les auteurs du complot ne se limitaient pas à acheminer des armes. Ils avaient préparé un gouvernement alternatif prêt à être annoncé 48 heures après le chaos initialement prévu. Les éléments saisis confirment cette rupture. Des ordinateurs contiennent des portefeuilles ministériels déjà attribués, des projets de décrets rédigés et un calendrier des premières décisions publiques. Tout indique une tentative de substitution politique anticipée où la violence n'était qu'un levier, non une finalité. L'objectif n'était pas seulement de déstabiliser l'État, mais de le remplacer avant même qu'il ne comprenne l'ampleur de l'attaque. Pour l'opinion publique, l'effet est immédiat. Ce qui semblait être une victoire sécuritaire devient la preuve d'un danger existentiel évité de justesse. Le récit change d'échelle. Il ne s'agit plus d'empêcher des armes de circuler, mais de préserver la légitimité institutionnelle face à une réécriture clandestine du pouvoir. La menace cesse d'être périphérique, elle touche le cœur même de la souveraineté. Ce point médian agit comme un révélateur stratégique. Il explique pourquoi la réponse ne peut être uniquement militaire et pourquoi chaque décision à venir pèsera au-delà des frontières nationales. Dès lors, une question s'impose logiquement. Quelles conséquences concrètes cette révélation produit-elle dès maintenant pour le pays et pour la région ? La révélation du projet politique clandestin produit des effets immédiats et observables qui se déploient en 4 mouvements. Cela commence par l'État lui-même. Les institutions passent d'une gestion de crise à une logique de consolidation. Les priorités sont réordonnées, sécurisation des corridors, centralisation des données, clarification des chaînes de décision. La crédibilité institutionnelle repose désormais sur une capacité simple à démontrer, transformer des preuves en règles durables, puis les tenir. Dans cette phase, Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage méthodologique. La continuité des décisions compte davantage que leur visibilité, et la cohérence devient un signal politique à part entière. Du côté de l'économie, les effets se font sentir très vite. Dans les heures suivant les révélations, plusieurs acteurs extérieurs suspendent leurs engagements, anticipant une instabilité prolongée. Mais un mouvement inverse apparaît rapidement à l'intérieur du pays. Les banques nationales enregistrent une hausse des dépôts, signe d'un repli de confiance interne plutôt que d'une fuite. Les entreprises locales, tout en restant prudentes, reprennent progressivement leurs projections. L'effet est paradoxal mais lisible. Une menace rendue visible et documentée réduit l'incertitude. La clarté, même inquiétante, vaut mieux que le flou permanent pour l'activité économique. Pour les citoyens, l'effet est tout aussi concret. Dans les quartiers urbains, comme dans les zones rurales, l'affaire du 16 août devient un récit partagé. Les images des camions interceptés ne provoquent pas une ferveur aveugle, mais une vigilance active. Les radios locales ouvrent leurs antennes, les écoles organisent des discussions et les associations appellent à la responsabilité collective. Une idée s'installe progressivement. La sécurité n'est plus seulement l'affaire des forces armées, mais une attention distribuée où chaque signal faible compte. Cette évolution stabilise les émotions et transforme la peur diffuse en observation structurée. À l'échelle régionale, l'onde de choc se propage. Les documents saisis montrent que le Burkina Faso n'était pas une cible isolée. Des correspondances évoquent le Niger, le Mali et la Guinée dans des phases ultérieures du projet. Cette information accélère la coopération sécuritaire régionale. Les échanges de renseignements s'intensifient, des patrouilles coordonnées sont envisagées et des réunions stratégiques communes se multiplient. Le Sahel commence à se penser non plus comme une juxtaposition de vulnérabilité, mais comme une communauté de risques partagés. Ces 4 dynamiques convergent vers une même conclusion. La crise n'a pas seulement été évitée, elle a reconfiguré les priorités. Sécurité, économie,
cohésion sociale et géopolitique s'alignent autour d'un principe commun: rendre visible ce qui opérait dans l'ombre. La question se déplace alors naturellement vers l'avenir proche. Comment transformer cette lucidité collective en trajectoire stable sans retomber dans l'oubli une fois la tension retombée? À partir des mêmes données et des décisions déjà engagées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles servent à structurer les choix possibles et à en mesurer les effets probables. On peut d'abord imaginer une stabilisation vigilante. Le Burkina Faso consolide ses dispositifs sécuritaires, renforce la coordination régionale sans rupture diplomatique majeure et maintient une économie sous surveillance. Les investissements reprennent lentement, portés par des secteurs domestiques et des projets ciblés. La menace ne disparaît pas, mais elle est contenue dans un régime d'alerte maîtrisé. L'État apprend à vivre avec un risque connu, surveillé et intégré aux routines institutionnelles. On peut aussi envisager une trajectoire plus optimiste, avec une accélération de la coopération sahélienne, les échanges de renseignements deviennent plus fluides, les forces conjointes gagnent en efficacité opérationnelle, et la dissuasion régionale s'affirme progressivement. Cette dynamique améliore la position de négociation du pays sur la scène internationale et redonne de l'élan à certains secteurs économiques stratégiques. Dans ce cadre, les réformes institutionnelles engagées après le 16 août produisent des effets visibles. La stabilité cesse d'être défensive et devient un actif politique et économique. Et si les choses tournaient mal, une pression extérieure accrue pourrait se combiner à des campagnes de désinformation persistantes. Des restrictions économiques freinent les investissements, la polarisation interne s'accentue et l'État doit gérer simultanément des tensions sécuritaires et sociales. Le risque principal n'est pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la confiance et des marges de manœuvre. La fatigue institutionnelle devient alors un facteur de vulnérabilité. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un événement unique, mais d'une accumulation de décisions et d'ajustements continus. La recommandation centrale est donc cognitive avant d'être politique. Éviter les lectures du binaire, traiter chaque signal faible comme une information stratégique et privilégier la constance sur le court-termisme. La trajectoire future ne sera pas dictée par la crise du 16 août, mais par la manière dont ces enseignements seront traduits en pratiques durables. Au-delà des institutions et des scénarios, la séquence du 16 août touche directement des groupes sociaux bien identifiés, chacun avec des attentes spécifiques. Pour les citoyens, la question est immédiate et concrète. La sécurité du quotidien s'est-elle réellement améliorée ou s'agit-il d'un sursaut ponctuel? L'interception des 57 camions a d'abord provoqué un choc, puis un soulagement mesuré. Mais ce soulagement s'accompagne d'une exigence claire, que la vigilance exceptionnelle se transforme en pratique durable, visible et compréhensible. Ce public attend des explications régulières, une pédagogie sans dramatisation et des signes montrant que l'État apprend de ses propres alertes. Les acteurs économiques abordent la situation avec un mélange de prudence et d'anticipation. Les petites entreprises s'inquiètent de la continuité des chaînes d'approvisionnement et de la stabilité des activités locales. Les structures plus importantes, nationales ou partenaires, observent surtout la lisibilité du cadre sécuritaire et réglementaire. Leur attente n'est pas l'absence totale de risques, mais la capacité du pays à offrir un horizon compréhensible, où les règles restent prévisibles même en période de tension prolongée. La clarté décisionnelle devient ici un facteur de confiance économique. Un troisième groupe, souvent sous-estimé, concerne la jeunesse et le monde éducatif. Dans les écoles et les universités, l'événement a suscité des discussions inédites sur la souveraineté, la responsabilité collective et le rôle des institutions. Les élèves et étudiants cherchent un récit équilibré, ni héroïsant, ni alarmiste, qui explique comment une décision prise à une frontière peut influencer leur avenir civique et professionnel. Ces trois regards convergent vers une attente commune. Comprendre ce qui s'est joué et être associé à ce qui se construit. La cohésion sociale ne naît pas de l'unanimité, mais d'une compréhension partagée des risques et des choix. C'est sur ce terrain, plus que sur celui de l'émotion, que se joue la suite.
Face à l'onde de choc du 16 août, la réponse institutionnelle ne se limite pas à la narration des faits. Une feuille de route opérationnelle est formalisée pour empêcher la répétition d'un tel scénario avec des actions identifiables, un calendrier lisible et des critères d'évaluation clairs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est explicite: transformer une crise évitée en architecture de résilience durable. La feuille de route commence par le contrôle des corridors. Des dispositifs mixtes, armées-douanes, sont déployés sur les points sensibles afin d'instaurer une continuité de surveillance. Le critère de suivi reste simple: raccourcir les délais de détection et réduire les flux non déclarés sur un cycle annuel. Elle se poursuit avec la fusion des données. Les bases de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber sont interconnectées pour repérer plus tôt les signaux faibles, là où ils apparaissent isolés et donc invisibles. Elle renforce aussi la traçabilité matérielle. Les armes saisies sont traitées selon deux logiques complémentaires: destruction sous contrôle public pour assécher les circuits et exploitation pédagogique pour améliorer la reconnaissance balistique et logistique. Elle s'appuie également sur la diplomatie sécuritaire. Les échanges avec les partenaires du Sahel sont renforcés par des mécanismes de partage d'informations et des exercices conjoints afin de synchroniser les réponses plutôt que de les juxtaposer. Et elle inclut enfin un volet dédié à la participation citoyenne. Des dispositifs de signalement précoce sont encouragés sans dramatisation ni suspicion généralisée. Le succès se mesure ici à la qualité des informations remontées, non à leur volume. L'ensemble compose une méthode: réduire l'espace de manœuvre de l'invisible, installer la vigilance comme routine collective et faire de la preuve un langage commun entre l'État et la société. Une image demeure malgré la densité des chiffres, des scénarios et des dispositifs. Celle du capitaine Moussa Kaboré, seul sur une route silencieuse, face à un convoi dont il ignore encore la portée exacte. Ce moment suspendu, fait d'hésitation et de lucidité, devient le fil conducteur de toute la séquence. Il rappelle que les basculements historiques commencent rarement par des discours, mais par une décision modeste, prise loin des projecteurs. Ce geste initial n'aurait pourtant pas suffi sans une capacité collective à lui donner sens et continuité. En assumant une lecture méthodique des faits, en refusant l'escalade verbale au profit de la preuve, Ibrahim Traoré transforme un acte de vigilance individuelle en trajectoire institutionnelle. La souveraineté n'apparaît plus comme une posture, mais comme une construction patiente, faite d'enchaînements cohérents et de décisions tenues dans le temps. Le rappel narratif est essentiel. La crise du 16 août n'est pas seulement l'histoire d'un complot déjoué, elle est celle d'un pays qui apprend à reconnaître les seuils avant qu'ils ne soient franchis et à agir avant le point de rupture. Le courage individuel ouvre la voie, la rigueur collective la prolonge. Une phrase s'impose alors comme une balise finale au cœur du récit. La vigilance crée la souveraineté. Elle ne ferme pas l'histoire, elle en fixe l'exigence pour l'avenir. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse largement une réussite opérationnelle. L'épisode pose une question de fond sur la manière dont une société se protège sans se refermer et sur la façon dont un État peut renforcer sa souveraineté tout en maintenant un dialogue intérieur exigeant. Le Burkina Faso a montré qu'une menace rendue visible peut être contenue, à condition que les preuves soient partagées, expliquées et traduites en règles durables. Cette méthode compte autant que l'événement lui-même. Dans cette dynamique, le rôle des citoyens n'est pas secondaire. La vigilance collective, l'attention portée aux signaux faibles et la capacité à débattre sans caricature deviennent des ressources stratégiques. Les acteurs économiques, le monde éducatif, les médias locaux participent tous à cet équilibre fragile entre sécurité et confiance. La cohésion ne naît pas de l'unanimité, mais d'une compréhension commune des risques et des choix. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui un moment de clarification plus qu'une réponse définitive. La suite dépendra de la constance des décisions et de l'appropriation citoyenne de leurs enjeux. La question reste donc ouverte et elle vous concerne directement. Comment une nation peut-elle renforcer sa souveraineté sans perdre sa capacité à se parler, à douter et à ajuster collectivement sa trajectoire ?